Alors, moi, je vais vous parler de la résistance aux antibiotiques et de problématiques sur lesquelles on travaille à l'IHU sur l'origine des gènes de résistance et les facteurs de propagation de ces gènes. Donc, depuis la découverte des antibiotiques et leur utilisation en clinique humaine et animale, on s'est aperçu que dès qu'un antibiotique était mis sur le marché, très vite, on voyait la résistance émerger chez les bactéries pathogènes pour l'homme et l'animal. En fait, on s'est demandé si ces gènes de résistance ne préexistaient pas avant l'utilisation des antibiotiques. Et en effet, il y a plusieurs études qui ont été réalisées et qui ont montré que les gènes de résistance étaient des gènes qui avaient une origine très ancienne. On les retrouvait dans des prélèvements datant d'il y a plus de 30 000 ans, que ce soit des prélèvements de sol, dans le permafrost, dans des prélèvements humains, de momies ou animaux de mammouths. On retrouve une grande variété de gènes de résistance qui ont une similarité avec les gènes de résistance modernes, en quelque sorte, entre 30 et 84%. On retrouve essentiellement des gènes de résistance, par exemple, dirigés contre les glycopeptides, mais également contre les tétracyclines ou contre les bêta-lactamines. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est que est-ce que déjà, à cette époque, les gènes de résistance avaient vraiment un rôle, une fonction d'inactivation des antibiotiques ? Il y a une étude qui a été réalisée ici à l'IHU où on a synthétisé une métallobêta-lactamase qui avait été identifiée dans un prélèvement osseux datant du Moyen-Âge. Et cette enzyme a été exprimée dans un Escherichia coli et on a montré que l'enzyme était capable d'inactiver les pénicillines. Ce qui veut bien dire que déjà, avant l'utilisation des antibiotiques, les gènes de résistance étaient capables d'inactiver les antibiotiques. On s'est demandé donc d'où provenait cette résistance, ces gènes de résistance, et comment est-ce qu'ils avaient été transmis ensuite chez les bactéries pathogènes. Donc il faut savoir que les antibiotiques, c'est des molécules qui sont naturelles, qui sont synthétisées essentiellement par des bactéries et par des champignons. Chez les bactéries, ça va être essentiellement les Streptomyces et les Actinomyces qui vont synthétiser les antibiotiques. Et pour synthétiser, pour pouvoir survivre en fait à leur propre production d'antibiotiques, ils ont développé des mécanismes de résistance qui sont souvent variés et qui leur permettent de résister. Donc on va retrouver des pompes à efflux et également des enzymes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans ces bactéries productrices d'antibiotiques certaines enzymes qui présentaient des similarités structurales avec des enzymes que l'on retrouvait chez les pathogènes retrouvés en médecine humaine. Un des premiers exemples, des principaux exemples, c'est l'opéron de gène de résistance contre la vancomycine. Donc, la vancomycine, elle est synthétisée par une bactérie qui s'appelle Amycolatopsis orientalis. Et chez cette bactérie, on retrouve des gènes de résistance qui sont les gènes VAN-H, DDLN et VAN-X, qui lui permettent de résister à sa propre synthèse de vancomycine. Et lorsqu'on le compare à l'opéron VAN-A et VAN-B qui permettent la résistance à la vancomycine chez les entérocoques, on retrouve une similarité de séquence et une similarité structurale. Donc on peut penser qu'il y a eu un transfert à partir de la bactérie productrice d'antibiotiques jusqu'à la bactérie pathogène pour l'homme. Cependant, cet exemple n'est pas retrouvé pour tous les antibiotiques et pour tous les gènes de résistance. Par exemple, on sait que les Streptomyces qui synthétisent des bêta-lactamines ont dans leur génome plusieurs bêta-lactamases. Mais quand on fait un arbre phylogénétique et qu'on compare les bêta-lactamases des Streptomyces avec certaines bêta-lactamases retrouvées chez les pathogènes, on voit qu'il y a quand même une différence entre les bêta-lactamases. Donc il y a probablement d'autres sources de gènes de résistance. Une des possibilités, c'est également les bactéries qui vivent dans le même écosystème que les producteurs d'antibiotiques, mais qui sont non producteurs. En effet, lorsqu'on fait le résistome des sols, et là où il y a les bactéries productrices d'antibiotiques, on retrouve de nombreux gènes de résistance dirigés contre des antibiotiques utilisés d'intérêt clinique. Un des exemples, c'est le gène VGB. C'est un gène qui est présent chez Staph aureus et qui lui permet de résister contre les streptogramines comme la pristinamycine. Et en fait, ce gène présente un orthologue chez Streptomyces salicolor, qui est un non-producteur, mais qui est présent dans les sols, dans les mêmes sols que les producteurs de ces streptogramines. On peut donc penser là aussi qu'il y a eu un transfert de la bactérie non productrice vers des pathogènes humains.
Enfin, une des dernières sources actuelles dans lesquelles on a retrouvé des gènes de résistance dont on pense qu'ils sont à l'origine des gènes de résistance chez les pathogènes retrouvés en clinique, ce sont les bactéries environnementales. Ces bactéries sont peu pathogènes pour l'homme, elles sont retrouvées dans l'environnement, et on retrouve pour un des exemples Clui vera dans ce groupe. C'est une entérobactérie de l'environnement qui est retrouvée peu fréquemment en clinique. Et en fait, cette bactérie est naturellement résistante aux céphalosporines et elle a dans son génome un gène qui s'appelle BLA-CLUC, qui présente une similarité de séquence et un environnement génétique qui est proche des CTXM, qui sont les principaux gènes de résistance responsables du phénotype de BLSE. Donc en fait, on suppose que là aussi, il y a eu un transfert de l'entérobactérie environnementale vers les entérobactéries pathogènes pour l'homme. On sait que ces gènes de résistance, comme les gènes de CTXM, se sont propagés dans le monde entier et on les retrouve à la fois dans des prélèvements d'origine humaine, animale et même dans l'environnement. La question qu'on se pose, c'est quels sont les facteurs qui ont permis cette propagation. Alors, on a au début montré que c'était la pression de sélection par les antibiotiques qui était responsable de cette augmentation. Il y a des travaux qui ont été faits dans certaines unités hospitalières qui montraient que l'augmentation de l'utilisation de la ceftazinime, par exemple, dans un service, était corrélée à l'augmentation de la résistance à cet antibiotique chez les bactéries responsables d'infections, notamment nosocomiales comme Pseudomonas, Acinetobacter ou Enterobacter cloacae. On sait également que chez certains patients, lorsqu'on traite un patient par une monothérapie de certains antibiotiques, on sélectionne facilement des souches résistantes. C'est le cas par exemple lorsqu'on traite des infections à Klebsiella pneumoniae par monothérapie par colistine, on peut sélectionner facilement la résistance à la colistine. Mais ça, c'est la plupart du temps des mécanismes qui sont liés à des mutations dans le chromosome. Ce qu'on a noté ces dernières années au niveau de la colistine, c'est qu'on avait une émergence de la résistance à la colistine chez des patients qui n'avaient pas reçu de colistine. Et en fait, on a découvert, donc il y a quelques années, une famille de gènes qui est le gène MCR, enfin la famille MCR, qui code pour la résistance à la colistine et qui est médiée par un plasmide. Et ce plasmide, en fait, on va le retrouver pareil de partout dans le monde. Il va être présent à la fois dans des prélèvements d'origine humains, environnementaux et animaux. En fait, on va le retrouver essentiellement chez les animaux. Et il faut savoir que la colistine, en fait, a été massivement utilisée dans l'élevage animal pendant des années. Et donc, on suppose que la résistance à la colistine médiée par le gène MCR a émergé chez l'animal et s'est ensuite transmise chez l'homme. Ça peut être le cas pour certains antibiotiques, mais quand on regarde un peu globalement la consommation de résistance et la consommation des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques, on se rend compte que globalement, on a une corrélation plutôt inverse entre la consommation de C3G et de fluoroquinolone et la résistance au C3G et au fluoroquinolone. Ce qui veut dire que même si la pression de sélection peut être le cas dans certains cas, elle ne permet pas d'expliquer vraiment toute la résistance au niveau mondial. Et notamment, on a retrouvé des gènes de résistance chez des animaux sauvages qui ne sont pas du tout en contact avec un antibiotique. On retrouve essentiellement des gènes de résistance associés à la résistance à l'ampicilline, au tétracycline ou en chloramphénicol par exemple. Même plus récemment, on a décrit certaines carbapénémases de type OXA48 ou des CTXM dans des bactéries isolées de prélèvements de sangliers sauvages ou de macaques prélevés en Algérie. Alors c'était quand même des zones qui étaient périurbaines, mais on peut voir qu'on retrouve aussi des résistances chez les animaux sauvages. De même, chez les populations qui sont complètement indemnes, on va dire, de l'utilisation d'antibiotiques, qui n'utilisent pas ou très peu d'antibiotiques, on retrouve également des souches qui ont des gènes de résistance, là aussi surtout à l'amoxicilline et au tétracycline. Il y a cette étude récente qui justement est allée essayer de comprendre d'où provenaient ces gènes de résistance dans des populations qui n'utilisaient peu d'antibiotiques et justement de comprendre les relations entre les différents écosystèmes et les différents réservoirs. Donc ils sont allés prélever 3 communautés en Tanzanie et ils ont prélevé à la fois
des animaux d'élevage, des animaux domestiques, des prélèvements d'environnement et d'humains. Et ils ont retrouvé que parmi les 50 000 isolats cultivés, plus de 50% avaient au moins une résistance envers un antibiotique. La résistance, elle était plus élevée généralement dans les mêmes familles, ampicilline, streptomycine, sulfaméthoxazole, tétracycline et trimétoprime. Et parmi ces isolats, il y en avait même quelques-uns qui étaient porteurs de BLSE. Par contre, lorsqu'ils ont regardé quels étaient les facteurs de risque d'acquisition de ces résistances, en fait, la résistance n'était pas du tout liée à la consommation d'antibiotiques, mais elle était plutôt liée aux aux habitudes de vie et en fait aux échanges dans les marchés, la fréquence de visite dans les marchés, le partage des sources d'eau et la proximité avec des centres urbains. Ils ont voulu regarder également s'il y avait certains clones émergents parmi les souches d'Escherichia coli qui étaient porteurs de résistance dans les différents réservoirs. Et là non plus, il n'y avait pas de clones qui émergeaient. La résistance, elle était variée, elle était propagée dans différentes souches d'Escherichia coli. Et il n'y avait pas de cluster dans un réservoir particulier ou dans une ethnie particulière. Il y avait un précédent travail qui avait montré également ça. Alors là, c'était en Hollande. Ils avaient récupéré donc 35 études qui avaient été réalisées entre 2005 et 2015 et ils voulaient voir s'il y avait un lien entre les différents réservoirs de résistance, que ce soit dans la population générale, dans les patients hospitalisés, dans les animaux sauvages ou d'élevage, et chez les fermiers et dans l'environnement. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mesuré la fréquence de distribution des gènes de résistance au C3G et également le type de résistance présent dans chacun de ces réservoirs. Et ils ont regardé s'il y avait des liens et s'il pouvait y avoir des transmissions d'un réservoir à l'autre. En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que la population générale présentait une similarité de gènes de résistance plus proche des résistances retrouvées à l'hôpital et des résistances retrouvées dans l'environnement et chez les oiseaux sauvages par rapport à ce qu'on retrouvait, aux gènes de résistance qu'on retrouvait dans l'élevage ou dans la nourriture. La seule exception, c'était au niveau des fermiers, où là, la proximité avec les animaux d'élevage faisait qu'ils partageaient beaucoup de gènes de résistance, suggérant une transmission limitée aux fermiers. Parfois, la résistance peut être, par contre, transmise, non pas par l'utilisation d'antibiotiques, mais par l'émergence de certains clones. En fait, ici, à l'IHU, on avait mené une étude où on avait vu émerger des souches résistantes à la colistine chez Klebsiella pneumoniae, et on avait voulu voir les facteurs d'émergence de cette résistance. Ce qu'on s'était aperçu, c'est que les patients qui avaient les souches résistantes n'avaient pas reçu pour la plupart de colistine. Par contre, on avait un clone qui était majoritaire parmi les patients résistants. C'était un clone de ST307 qui avait colonisé ou infecté la majorité des patients qui avaient des souches résistantes à la colistine. Et on s'était aperçu que la plupart de ces patients, en fait, s'étaient croisés dans le même service. Donc là, c'est un clone qui a émergé sans utilisation d'antibiotiques. C'est également le cas pour Salmonella typhi, où en fait, il y a quelques années, on a observé l'émergence de souches résistantes multirésistantes chez Salmonella typhi. Et en fait, dans ce papier, ils ont séquencé plus de 1000 génomes provenant de pays différents et de dates différentes, isolés à des dates différentes. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, toutes ces souches multirésistantes étaient issues d'un même clone, le clone H58, qui avait émergé dans le sud de l'Inde il y a plus de 30 ans et qui s'était ensuite propagé, pour une raison qu'on ne connaît pas, dans le sud-est asiatique et en Afrique. Enfin, la sélection de gènes de résistance peut être liée à d'autres facteurs. Par exemple, je vous ai dit, les métallobêta-lactamases sont des enzymes qui existent depuis très longtemps. Et en fait, elles sont présentes chez différents organismes vivants, que ce soit chez les virus, les bactéries ou les eucaryotes. Et en fait, on a voulu voir quel était le rôle des métallobêta-lactamases chez l'homme. On a montré qu'il y avait une activité bêta-lactamase chez ces métallobêta-lactamases, d'accord, elles étaient capables d'hydrolyser la pénicilline. Par contre, on se pose la question du rôle de ces bêta-lactamases chez l'homme. Est-ce que c'est vraiment que pour hydrolyser les bêta-lactamines ou est-ce qu'elles ont un autre rôle ? Et inversement, on peut se poser la question des bactéries
qui ont sélectionné des bêta-lactamases. Est-ce qu'elles ont sélectionné ça uniquement pour inactiver les bêta-lactamines, ou est-ce qu'elles pourraient avoir un autre rôle qui pourrait expliquer qu'elles soient devenues aujourd'hui aussi prépondérantes? Voilà, donc en conclusion, la propagation de la résistance aux antibiotiques, donc elle est multifactorielle. Elle va dépendre du gène de résistance, de l'écosystème dans lequel se propage le gène de résistance. Elle peut être liée à une pression de sélection, mais également liée à une proximité à certains réservoirs. Et elle peut être également liée à un clone particulier, à une bactérie qui se propage. On la retrouve dans la majorité des écosystèmes étudiés. Et pour l'instant, l'origine de ces gènes est encore mal connue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.